Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous parle d'une histoire aussi méconnue qu'inspirante, celle d'un Haïtien qui a joué un rôle fondamental dans l'amélioration du sort des peuples en lutte. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente Benito Sylvain, le père du panafricanisme, conseiller de Ménélique II. Je vous présente dans l'émission d'aujourd'hui un homme que l'histoire a oublié, l'autre d'Artagnan, l'haïtien cette fois. Encore une histoire inspirante. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, Haïti est le pays de liberté qui inspire tous ceux qui luttent contre l'oppression et la colonisation. C'est dans ce pays et dans ce contexte que naît Marie-Joseph Benoît d'Artagnan Sylvain, dit Benito Sylvain. Il voit le jour le 21 mars 1868 à Port-de-Paix, dans le nord-ouest d'Haïti. Il grandit dans une famille aisée, membre de la bourgeoisie haïtienne. À 19 ans, en 1887, il arrive à Paris et intègre le collège Stanislas, un établissement privé catholique situé au 22 de la rue Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e arrondissement de Paris. Il obtient son baccalauréat dans cette institution réputée pour l'excellence de ses élèves. Il souhaite intégrer l'école navale, mais cette année-là, celle-ci cesse d'accepter les étudiants étrangers. Alors, il fait des études de droit et devient avocat. Le gouvernement de Florvil-Hippolyte fait de Benito Sylvain un officier de la marine et le nomme secrétaire à l'ambassade d'Haïti à Londres de 1889 à 1890. En 1891, il représente l'Alliance française en Haïti. En 1893, il est admis à la Société d'ethnographie de Paris. Pendant cette période, il devient journaliste. Il fonde à Paris un hebdomadaire, La Fraternité, organe des intérêts d'Haïti et de la race noire. Il dirige cet hebdomadaire jusqu'en 1897 et publie de nombreux articles engagés contre les excès du colonialisme mondial. Il dit ceci dans sa publication du 27 août 1890. Nous voulons prendre en main la cause de la race noire tout entière. Nous voulons que Haïti, le premier État noir indépendant, soit en mesure d'offrir sa part de concours à l'œuvre entreprise pour améliorer le sort de nos malheureux congénères d'Afrique. C'est autour de ce journal qu'il tente de fédérer et d'organiser les étudiants haïtiens et afrodescendants en France. En 1894, Benito Sylvain crée un comité oriental et africain qui dénonce les crimes coloniaux en Afrique. Il appelle de ses vœux une mise en commun des forces intellectuelles africaines afin de lutter de manière efficace contre la colonisation, une décennie seulement après la conférence de Berlin par laquelle l'Afrique fut partagée comme un vulgaire gâteau entre les puissances coloniales européennes. Il est particulièrement véhément à l'égard des missionnaires catholiques. Il les accuse d'avoir trahi la cause religieuse et humaine. Le 23 juillet 1900, il est à la première conférence panafricaine de Londres. Du 6 au 8 août 1900, il est à Paris, au congrès international anti-esclavagiste qui accompagne l'exposition universelle. Bruxelles, Londres, Paris, il multiplie les démarches en faveur de la cause panafricaine et anticoloniale. Sa conception du monde est décrite dans un ouvrage intitulé « Du sort des indigènes des colonies d'exploitation », un livre publié en 1906 sur base de sa thèse de doctorat écrite en 1901 et défendue la même année. Mais en Afrique, justement, il y a un endroit où le destin d'un peuple
se joue à l'heure de ses écrits et de ses discours dans les grandes conférences européennes sur la cause noire. Il y a un endroit où un peuple lutte pour sa liberté. Il y a un endroit où ses idées panafricanistes et anticoloniales peuvent trouver écho. Ce pays, l'Éthiopie. Au moment de la victoire des troupes de Ménélique II sur l'armée italienne à la bataille d'Adowa en 1896, Benito Sylvain n'est pas encore en Éthiopie. Mais c'est cette bravoure qui lui rappelle celle de la bataille de Vertières et la révolution haïtienne de 1804 qui le fascine. C'est cela qui l'intéresse à l'heure où il dénonce des menaces d'occupation de la République d'Haïti. Il trouve quelques similitudes entre les deux peuples. Alors, il effectue 3 voyages à Addis-Abeba entre 1897 et 1906. Il tient un journal de route dans lequel il reprend le contenu de ses entretiens avec Ménélique II, l'empereur d'Éthiopie, qui vient de vaincre les troupes italiennes du général Oreste Baratieri à Adoua. Une victoire décisive, retentissante. Mais la peur du retour des Italiens ou d'une autre nation européenne est bien réelle. C'est dans ce contexte qu'intervient Benito Sylvain auprès de Ménélique II. L'ancien diplomate haïtien lui apporte 2 choses. Il lui aurait fourni des renseignements sur la vie de la diaspora noire en Europe, aux Antilles et en Amérique, d'une part, et d'autre part, il aurait été son conseiller sur les questions relatives à ses relations avec les puissances européennes, toujours animées par la volonté de conquête. En 1901, il est nommé aide de camp de Sa Majesté l'empereur d'Éthiopie jusqu'en 1906, date à laquelle il quitte définitivement Addis-Abeba. Benito Sylvain meurt le 3 janvier 1915 à Bizoton, dans la commune de Carrefour, dans l'arrondissement de Port-au-Prince. Il disparaît 6 mois avant le débarquement des Marines en Haïti, le 28 juillet 1915. C'est comme s'il avait décidé de mourir pour ne pas avoir à vivre cela. 6 mois après sa mort, la crainte de toute sa vie se matérialise. Quelle place prend cet homme dans l'histoire? Aujourd'hui, on se contente juste de dire que Benito Sylvain a fait plusieurs voyages en Éthiopie. On omet de lui reconnaître son rôle prépondérant aux côtés de Ménélique II dans sa résistance anticoloniale. On mentionne du bout des lèvres qu'il est le premier panafricaniste. Les formateurs de mémoire collective n'aiment pas ces histoires. Ces histoires qui remettent en question. Ces histoires qui contredisent l'histoire connue de tous. Les formateurs de la mémoire collective n'aiment pas Benito Sylvain, comme ils n'aiment pas celle du chevalier de Saint-Georges, surnommé le Mozart noir, l'un des chefs d'orchestre les plus brillants et les plus célèbres du XVIIIe siècle en France et en Europe. Alors, ces formateurs de mémoire collective jettent le silence sur Benito Sylvain et son action et sa conscience et sa conception ô combien moderne du monde. À nous de remédier à cette censure mémorielle. Aujourd'hui, une rue de Port-de-Paix, la ville natale de Benito Sylvain, porte son nom. Mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de rue d'Addis-Abeba ou d'aucune autre capitale africaine portant son nom. Voilà une injustice qu'il est urgent de réparer. Sur Haïti Culture et Perspective, nous avons posé la première pierre à l'édifice à construire. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Benito Sylvain, ce grand homme de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qui a consacré sa vie entière à la cause de la liberté. J'espère que vous avez appris quelque chose.
À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Avant de vous quitter, je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, à vous abonner à cette chaîne et à me laisser un petit pouce bleu, ce qui signifie que je pourrai continuer à faire fonctionner cette chaîne. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.